Merci Jérémy. Je vais passer la parole tout de suite à Marie-Jean Sauret qui va reprendre la question d'avant le début. Mon père Silor, je suis embarrassé comme un poisson d'une pomme de ce que je vais essayer de vous dire, qui me paraît un chantier, puis je suis en plus finalement déjà dans les effets de ce que j'ai entendu avec l'envie de parler d'autre chose. Bon. Alors j'ai pris ce titre avant le début, ce qui est une suggestion de Jacques, très au sérieux, en commençant très loin, puisque tout de suite la première chose qui m'est venue, c'est qu'il y a, ça me fait drôle de dire ça, parce que je crois que je l'ai jamais dit, déjà plus de 40 ans, que Pierre Bruno avait rassemblé un groupe de gens à Toulouse, et qui s'était intéressé, sous son impulsion, à la dimension politique de la psychanalyse. Il me semble que c'est un fil que je n'ai jamais lâché, malgré, je vais le dire comme ça, les critiques, finalement, que j'ai entendues dans toutes les associations auxquelles j'ai appartenu, et jusqu'à récemment, qui ont pu prendre l'allure, mais tu ne parles que de ça. Non, tu ne t'intéresses qu'à ça. Et pourtant, heureusement, il m'est revenu que Lacan avait très tôt souligné que l'inconscient est la politique. Ou mieux, le par-l'être est la politique, parce que c'est dans ce contexte qu'il introduit. Un terme qu'il souhaitait voir supplanter celui d'inconscient freudien, il faut bien dire sans succès. Il faut dire qu'après, il a beaucoup plus tard ramené l'insuccès de Lune Bévus. Bon, Lune Bévus. Je pense que c'est cet intérêt qui fait que j'ai accueilli, je dois dire, même si c'est de façon critique, les termes de nouvelle économie psychique. Je m'y suis intéressé, de nouveaux sujets, peut-être en faisant remarquer que ce sont des syntagmes qui ne sont pas de Melman ou de Lebrun, mais de Freud, et que Lacan lui-même les reprend dans le séminaire 11 pour les référer à son tour à la pulsion. Moi, je n'ai pas d'objection à ces syntagmes si, évidemment, on les remet à leur place dans le discours analytique. Qu'il y ait une relation entre la forme prise par le lien social et le sujet, ce n'est pas une nouveauté, puisque, selon Lacan, le sujet de la psychanalyse, c'est le sujet de la science. Il est daté. On pourrait dire doublement, comme sujet qui fabrique la science et en est parfois angoissé, et comme sujet qui n'existe pas ailleurs que dans l'affirmation de son existence, sanctionnée du même mouvement par le cogito et la forclusion de toute pensée sur l'être. C'est une thèse de Lacan qui articule donc le surgissement du sujet de la raison, on pourrait dire façon Kant, à la raison de la fin des grands récits, tels qu'un Lyotard, par exemple, l'a souligné. Seulement, la formule sujet de la raison, c'est une formule équivoque, puisqu'elle peut désigner aussi bien le sujet raisonneur ou raisonnant, celui qui fabrique la science, le sujet raisonnable, sensible à la raison, mais également le sujet raisonné, voire arraisonné par la raison, ou dont la raison est arraisonnée, aliénée même. Et en effet, désormais, en tout cas c'est ça le nouveau de ce sujet, il n'arrive pas à s'imaginer sans raison. C'est d'ailleurs ce qui met Freud en quête de la raison, de tout ce que la science met de côté. Rêve, lapsus, acte manqué, enfin je ne fais pas la liste. Autrement dit, avant Freud déjà, le sujet n'échappe aux déterminations religieuses que pour s'abandonner à celles de la science. Et Freud, puis Lacan, pense au moins un temps y contribuer. Et c'est de cette soumission volontaire, pas de Freud et Lacan, mais des sujets à cette histoire de raison, dont profite finalement et le discours capitaliste et le scientisme qui lui fait cortège. Le scientisme que Lacan d'ailleurs prête aussi bien à Freud, c'est cette idée qu'on peut répondre par les moyens de la science aux questions quasi existentielles, celles dont s'occupe la psychanalyse. La question désormais, peut-être après eux, porte sur le fait de savoir si après cet avènement du sujet de la science,
les mutations du monde contemporain, ça a déjà été abordé à l'instant par Jérémie, ont entraîné une nouvelle économie. Alors on peut dire que disqualifiant la prétention des ontologies à régler la politique, le libéralisme s'est inventé, je ne sais pas quelle formule utiliser, qui propose à la fois une anthropologie dont nous mesurons le succès aujourd'hui et une conception économique des rapports entre les hommes qui culmine dans la soumission, on le voit aujourd'hui, de la politique et non sa disparition à l'économique. Il y a de vrai, cette interrogation sur le surgissement d'un nouveau sujet pourrait elle aussi avoir été tranchée, si on regarde de près, puisque les psychanalystes ont dès la fin des années 70 désigné de borderline ou d'état limite des sujets qui phénoménologiquement se distinguaient aussi bien des névrosés, des psychotiques que des pervers. Et des générations de psychanalystes se sont efforcés pourtant de les faire rentrer dans l'une ou l'autre de ces catégories, je vous passe la liste, voire d'en faire une catégorie à part, c'est une spécialité française, sans que leur démonstration s'avère au final convaincante. Alors c'est peut-être important de souligner, ou amusant, c'est selon, que ce sont les psychanalystes qui ont repéré les borderlines et qui les ont découverts précisément comme des sujets apparemment rebelles à la psychanalyse, qui justifient à eux seuls qu'on s'interroge finalement, là à l'instant. Les lacaniens ont longtemps résisté à cette désignation au motif qu'ils ne la rencontraient pas sur leur divan. Et les soi-disant états limites s'y révélaient en effet sous transfert, tantôt névrosés, tantôt psychotiques, tantôt pervers. Alors c'est presque comique, ça pourrait être comique, quasiment 30 ans après, de voir le rapport d'évaluation des psychothérapies, vous vous rappelez, dénier toute efficace à la psychanalyse, sauf en ce qui concerne les états limites. Presque comique, car il y va d'une reconnaissance certes explicite d'un progrès incontestable, je ne sais pas trop ce que ça veut dire d'ailleurs Grison là dans ce cas-là, mais réalisé, excusez du peu, en une vingtaine de séances de psychothérapie psychodynamique. C'est-à-dire en fait derrière cette reconnaissance, il y va, comme ça a été dit ce matin, d'un désaveu de la cure elle-même. Lacan, lui, nous a fourni plus qu'un élément d'explication de cette présentation borderline, dont il qualifie au passage l'homme loup, alors ce qui nuance évidemment ce que l'on entend par nouvelle économie psychique. Si on prend l'homme loup comme paradigme, il faudrait entendre qu'il est nouveau qu'on les appelle ainsi. C'est comme ça que Lacan parle d'ailleurs du nouveau sujet, il est nouveau qu'il y ait un sujet ici. Bon. Ce qu'il introduit, qui nous permettrait de repérer un peu les choses, c'est cette caractéristique majeure, selon lui, de la modalité du lien social qui accompagne le système capitaliste, enfin le discours capitaliste, c'est le discours qui accompagne le système capitaliste, la forclusion de la castration. Cette forclusion n'implique pas que les sujets, parce que c'est nous au fond dont il s'agit, qui participent du discours capitaliste, rejettent à leur tour la castration. On peut dire que soit ils se laissent suggestionner et alors ils doivent trouver en effet une solution pour habiter ce discours sans le recours au génie de leurs structures respectives, ou bien ils doivent mettre du leur pour restaurer la dite castration. De nombreuses études se sont attachées à démontrer quelle était la position subjective la mieux adaptée au discours capitaliste. Alors je vous les épargne, mais curieusement, apparemment, ceux qui abordent ce problème par la psychose disent que le sujet de la modernité c'est un psychotique. Ceux qui l'abordent par le biais de la névrose obsessionnelle trouvent que le sujet il est obsessionnel. Et vous trouverez des caractéristiques de rangement, d'évaluation, etc. Chaque fois je vous épargne les symptômes qui confirmeraient. Ceux qui l'abordent par l'hystérie valorisent l'hystérie, insatisfaction, castration du même, culte de l'homme, Trump y compris, je vous lis ce que j'ai écrit. Et ceux qui l'abordent par la perversion vont jusqu'à postuler une perversion généralisée, désormais ordinaire, etc. Il n'y a au fond rien d'étonnant.
si on songe que ce sont nos contemporains, quelle que soit la position subjective de chacun, qui ont inventé, réinventé ou adapté ou adopté la modalité du discours capitaliste pour y cohabiter. Nous aurions alors seulement pris acte du fait que les catégories de la psychanalyse sont toujours aptes à rendre compte du sujet et des solutions qu'il adopte pour survivre dans les discours dans lequel nous sommes, disons. Et que, sous réserve du transfert, eh bien, l'analyse serait de fait encore possible, sous réserve du transfert. Alors, je m'appuie sur une autre référence de Pierre Bruno sur la spécification du discours capitaliste lorsqu'il a relevé l'erreur de Marx. Je vous dis comment je le lis, non seulement la confusion épistémique, mais la dissimulation du plus de jouir sous la plus-value, voire leur métissage. Nous savons que Lacan a appelé petit a ce qui du réel du sujet, de sa substance jouissante. Nous savons aussi, je ne sais pas ce que je sais là, que Lacan a appelé petit a ce qui du réel du sujet, c'est-à-dire du réel de sa substance jouissante, ne se laisse pas attraper par les moyens du langage. Nous savons aussi que la jouissance perdue à parler laisse une trace susceptible de donner chair, seins, fesses, regard, voire trait de perversion à ce petit a, lequel devient une sorte de condensateur de jouissance qui permet au fond au sujet d'en regarder un bout, en plus de jouir. C'est cette jouissance perdue qui en quelque sorte fonde la possibilité du désir. Alors c'est vrai que le discours capitaliste réussit à persuader les sujets, certains sujets, qu'il leur restituera ce qui leur manque, c'est en quoi il rend la castration impensable. Fort close en ce sens-là, du discours. Mais le capitalisme n'en fonctionne pas moins au désir. Il suffit de constater qu'aucun objet manufacturé n'est susceptible d'apaiser la course du sujet. Seulement, pour le suggestionner, du fait de la forclusion de la castration, le désir est rabattu sur la frustration. On pourrait dire que la plus-value vient à la place de l'objet cause du désir. Le capitaliste ne veut pas d'argent, il en veut plus. Non, j'attendais que quelqu'un proteste, mais ça ne venait pas assez vite. Tout se passe alors comme si la plus-value fonctionnait à l'envers du plus de jouir. Au lieu de condenser la jouissance, on pourrait dire qu'elle enclive le sujet entre ce qu'il est comme exclu de la jouissance et ce qu'il est comme être abonné à la jouissance, sans aucune dialectisation possible. Sur mon papier, j'ai mis encore Trump, mais je ne sais pas à quoi je pensais. Il est clivé et non plus divisé. La question étant de savoir d'ailleurs si les schizophrènes y sont plus heureux pour autant. Ce que Lacan désigne du coup comme la touze, on s'en rappelle, ça désigne l'objet technologique mais contaminé par l'objet cause du désir dont il usurpe en quelque sorte la place. Et dans ce contexte se comprend que l'analyste, malgré son effort pour faire semblant de l'objet cause, puisse être identifié lui-même à un objet sur le marché des psychothérapies par l'autre. Dans ces conditions, c'est vrai que c'est la question qui se pose. Un analyste se lèvera-t-il parmi les analysants venus de ce bord-là? Bon, et ça suppose que ces sujets continuent de venir en réponse à l'offre que fait le psychanalyste. On retrouve le problème que Pierre a déployé ce matin. La demande est toujours de guérison, on pourrait dire finalement. Alors peut-être ce qui a changé, c'est de quoi il demande à être guéri. Mais au fond, on s'en fout, d'un certain point de vue. C'est vrai, on s'en fout, c'est la bonne façon de le prendre au sérieux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le prendre au sérieux, mais le prendre comme demande. En tout cas, passant que la psychanalyse n'ait réintroduit la castration à partir de la correction de Freud par Lacan. Alors, je m'appuie sur la remarque de Lacan, à savoir que le discours analytique, c'est le retour de la castration que le discours capitaliste forclos. C'est-à-dire c'est vraiment ce qu'on invente pour que le discours reste vivable, ce qu'il dit dans le savoir de la psychanalyse. Donc ça supposerait là que la psychanalyse réintroduise la castration à partir de la correction de Freud par Lacan, lequel substitue l'impossibilité d'écrire le rapport sexuel à la fausse impasse de la castration imaginaire. Et passant qu'ainsi armé, celui qui prend la place de psychanalyste n'y mette du sien quand même. Alors Jacques Lacan, lors de la conférence de presse qui précède la troisième, n'hésite pas à situer la psychanalyse. J'insiste sur ça parce que moi c'est quelque chose qui m'avait échappé, mais
il se trouve que ça a été évoqué dans l'exposition ce matin, à un moment charnière de l'histoire. Il dit, il y a eu un moment dans l'histoire où il y a eu assez de gens désœuvrés, ça devrait nous convenir, ça, vu le taux de chômeurs, seulement de gens désœuvrés pour s'occuper tout spécialement de ce qui ne va pas. Et donner là une formule du ce qui ne va pas à l'état naissant. Comme je vous l'ai expliqué, c'est toujours Lacan qui parle, tout ça se remettra à tourner rond, c'est-à-dire en réalité à être noyé sous les mêmes choses les plus dégueulasses parmi celles que nous avons connues depuis des siècles et qui naturellement se rétabliront. La religion est faite pour ça, est faite pour guérir les hommes, pour qu'ils ne s'aperçoivent pas de ce qui ne va pas. Alors c'est le passage suivant que je mets en italique, dans ma voix. Il y a eu un petit éclair entre deux mondes, entre un monde passé et un monde qui va se réorganiser comme un superbe monde à venir. Je ne pense pas que la psychanalyse détienne quelque clé que ce soit de l'avenir. Mais ça aura été un moment privilégié pendant lequel on aura eu une assez juste mesure de ce que c'est que j'appelle dans un discours le par-l'être. Sa façon d'exprimer l'inconscient, dit-il ailleurs. D'où la formule d'ailleurs qu'il donnera à une question qui peut paraître étonnante, mais qui entendra demain ce qui dans l'histoire tient-le de psychanalyste. Car il y a quelque chose qui pourrait se perdre, on ne serait plus capable d'entendre ce qui s'est passé dans le passé. La psychanalyse est certes le retour dans le réel, dont je l'ai dit tout à l'heure, de la forclusion de la castration, dont elle réintroduit la considération dans le lien social, mais le repérage de l'inconscient est permis par le fait d'être à la charnière du monde qui s'efface et de celui qui le remplace. Un changement de discours. Avant d'être rendu indisponible, on pourrait dire, par la mobilisation infinie, pour faire allusion à un type de Sloterdijk, la mobilisation infinie capitaliste. Et les phrases de Lacan laissent entendre que la condition du repérage de l'inconscient, le par-l'être, pourrait s'estomper et que nous pourrions l'oublier. Voilà qui nous fait une responsabilité particulière dans la survie de ce même par-l'être. Alors je l'assumerai, cette responsabilité particulière, en prenant en mon compte la nécessité d'élucider l'une des conséquences de la forclusion de la castration, dont Lacan fait l'autre grande caractéristique du discours capitaliste, le rejet des choses de l'amour. D'abord en rappelant la remarque de Freud, qui n'en distingue pas expressément, ou plutôt les identifie, l'amour de transfert. L'amour et l'amour de transfert. Il les distingue par la fonction spécifique qu'il prend dans la cure. En principe, on n'en fait pas la même chose, sinon il faut changer d'analyste ou de partenaire. Bon, enfin, c'est selon. Levons une ambiguïté. L'amour de transfert n'équivaut pas à ce qu'on appelle idéalisation. Lorsque le sujet se heurte à l'indisponibilité du savoir qui répondrait du réel de ce qu'il est, ce sujet suppose qu'un sujet pourrait écouter sa propre explication, à commencer par lui, que l'analyste ne saurait en rien savoir. Sinon, je ne sais pas comment dire ça, il n'a besoin de personne pour lui rappeler, l'analysant, que l'analyste ne sait rien par avance. Sinon, le moment inaugural de la psychanalyse, le 12 mai 88, est incompréhensible. Ce jour où Emmy Vohen, je crois que c'est le 12 mai 88, j'ai mis ça de mémoire, Emmy Vohen intime à Freud l'ordre de la laisser passer alors qu'elle vient lui demander la guérison. C'est-à-dire, elle fait avec Freud ce que Freud a fait avec Fliss. Et là, tu vas pas commencer à m'embêter. Elle doit lui dire, tais-toi, tu vas me laisser parler, c'est bizarre. Elle vient le voir pour qu'il la guérisse, il lui dit, je vous promets de vous guérir, je vais vous imposer les mains, vous allez dire le truc. Elle lui dit, tu vas pas commencer. Vous voyez, imaginez ça. C'est assez extraordinaire. Et le sujet, c'est quand même la première fois dans l'histoire où l'enseignant, c'est le patient. Où l'autre est considéré comme un sujet. C'est la première fois dans l'histoire. Enfin, en tout cas, de la clinique. Bon. Et le sujet aime le savoir qu'il suppose que l'analyste, quitte alors à l'idéaliser au risque de la surdité, ça c'est un problème, que l'analyste saura écouter et lui permettra de récupérer.
le transfert, bon, sa formule est basique, hein, c'est de l'amour adressé au savoir, et l'analyste incarne par sa présence le semblant susceptible de mettre en fonction ce qui résiste à être su de structure. Pour moi, c'est comme ça, là aussi, la question du corps qui devient essentielle, et il tient cette position à partir de ce qu'il a appris de sa propre cure. Or, le scientisme ambiant suggère qu'on pourrait potentiellement venir à bout du savoir indisponible. C'est ça le problème de la suggestion. Pour celui qui succombe à cette suggestion, c'est sûr qu'il n'y a pas de transfert au sens analytique possible, mais sans doute, il pourrait y avoir une sorte d'amour au savoir en espérance que le professeur, le savant, le progrès, l'homme puissant, la religion, l'obscurantisme promettent. Mais qu'en est-il pour l'amour ? Alors, je me suis tourné vers un ouvrage d'un sociologue spécialiste de la vie sexuelle et de l'amour, mais c'est sûr que je me suis aperçu qu'il y a un aspect tautologique à se dire, mais il n'y a rien de psychanalytique là-dedans, puisqu'en effet, vous allez lire des textes dans lesquels il n'y a pas de demande d'analyse, il n'y a pas d'offre de psychanalyse, donc il y a un peu un côté tautologique. Bon. Alors, ce livre, c'est celui de Michel Boson, qui s'appelle, ça vaut quand même le coup, Pratique de l'amour. Ici, qu'est-ce qu'on va apprendre ? Il avait quand même déjà publié un ouvrage dont je vous recommande la lecture sur les pratiques sexuelles des Français, c'est extrêmement éloquent. Bon, publié sous l'égide du ministère de la Santé, parce que notre sexualité relève de notre ministre, Madame Touraine. Bon. Moi, je ne fais pas de commentaire. Et alors, il exploite aussi bien des données d'enquête, vous me faites pas rire, parce que je ne peux plus parler, que la littérature scientifique et romanesque, ou bien le cinéma, c'est le côté sympathique de l'ouvrage, auquel il emprunte les mots. Et le point de départ est précieux, il est quasi lacanien. Il dit l'amour, c'est dès l'introduction, c'est une interprétation. Alors, à dire vrai, il y a une petite torsion par rapport à Lacan, parce que lui, il dit Lacan, c'est une signification. Et même, il dit, c'est quand même le titre d'un de ses séminaires, l'insu que c'est de l'une bévue, c'est l'amour. C'est la signification de l'inconscient. Bon, il n'est pas lacanien jusque-là. D'ailleurs, la seule référence qu'il fait, elle est critique à la psychanalyse, et c'est au bouquin de Melman, qu'il traite quasiment de pétainiste. Bon. Seulement, lorsqu'il examine la multitude des comportements susceptibles de relever de l'amour, il est difficile de leur trouver une homogénéité, l'enquête sociologique. Tout peut être preuve d'amour et de son contraire, voire d'indifférence. Alors, le livre est découpé en 3 séquences. L'entrée dans l'amour, il a dû faire une journée un peu comme la nôtre, mais pour l'amour. Bon. L'amour au long cours, la sortie de l'amour, et il fait une première remarque très judicieuse que les romanciers et les spécialistes oublient systématiquement la deuxième partie, l'amour qui dure. Bon, personne n'en parle, ça n'intéresse personne. Bon. J'ai pris cet ouvrage, moi, comme un échantillon du discours contemporain et quasiment comme un symptôme. Et je retiens pour notre propos, mais il me faut aller très vite, 4 remarques qui le caricature sans doute. La première, c'est la fréquence du vocabulaire pour parler de l'amour consumériste, économique. On parle de calcul, de négociation, de marché, d'échange équilibré ou non, de mise en commun des biens, d'entreprise conjugale et familiale, de capital. Bon, je m'arrête, il y en a plein d'autres, il y en a 2 lignes. Pour décrire donc les pratiques de l'amour, que ce soit d'ailleurs pour les dénoncer, ces vocabulaires, ou pour servir l'analyse du sociologue. C'est le même discours finalement. La seconde, c'est le recours non seulement par les sujets, mais par l'auteur lui-même à des analogies avec la machine, le sujet de ces pratiques de l'amour, mais il suffit de relire la préface au Léviathan par Hobbes, c'est l'homme machine que Hobbes appelait de ses voeux, à l'orée du libéralisme. Je vous lis juste 2 morceaux. Ainsi, dans le désamour, les réflexes amoureux se désactivent comme une batterie se décharge, faute de recharge régulière, ou comme une machine devient hors d'usage, etc., etc. Ou ailleurs, le thermostat déréglé de la passion voit se succéder le très chaud et le glacial. Ça, par contre, c'est pris dans un roman qu'il cite, mais qui finalement dit quelque chose de la façon dont on en parle. La 3e leçon, j'insiste pas, mais c'est l'idée que la satisfaction de l'amour serait liée à la jouissance du pouvoir, à la satisfaction de l'emprise. Il se trouve que hier, j'ai entendu quelqu'un parler de la distance de la clause, et rien n'aurait changé depuis les liaisons dangereuses. Bon. Ça évoque quand même ce que Lacan appelle le nœud de l'amour masochiste. Il faudrait en parler, c'est autre chose. Et je saute à la 4e. Qui va me permettre peut-être de terminer,
qui réside dans le rapprochement, non, sûrement terminé, qui réside dans le rapprochement par l'auteur de l'amour avec l'économie du don observée par Marcel Mauss. Alors là, je me suis dit, il y a un truc intéressant. Alors je l'isole, mais manque de peau, je crois qu'il fait un contresens très instructif, puisqu'il dit, il le décrit, l'amour comme, il dit, faire un don, c'est présenter quelque chose de soi, et en raison du lien qui se maintient entre le donateur et la chose donnée, il est obligatoire de rendre pour celui qui reçoit. Et il commente, pour bien souligner le contresens que je veux indiquer, lorsqu'on s'expose personnellement en livrant des territoires de soi, on espère être payé en retour par son partenaire. Je rajoute. Or, précisément, l'économie du don ne consiste pas dans la réciprocité de l'échange, mais dans le devoir de transmettre à quelqu'un d'autre n'importe quel objet qu'on a reçu, parce qu'il est chargé de l'être de celui qui l'a donné pour s'en débarrasser en le donnant à l'autre, qui doit le restituer à quelqu'un d'autre. C'est ça l'économie du don. L'amour ne consiste pas à donner ce que... Enfin, il faut finalement le donner à quelqu'un d'autre de façon à restaurer chaque fois la place vide pour un nouveau don, en quelque sorte. D'ailleurs, dans une note, Marcel Mauss indique une pratique dans certains groupes qui consiste à offrir des boîtes vides. Moi, c'est un conseil que je donnais à mes étudiants. À Noël, vous offrez une boîte vide bien empaquetée et vous dites à la personne à qui vous l'offrez, mais tu ne l'ouvriras que le jour où tu ne m'aimeras plus. Parce que c'est une vraie promesse d'amour tant qu'elle vous aime, et quand elle ne vous aime plus, ben vous êtes vengé. Bon, c'est réglé. Oui, mais c'est bon. La vérité du don, elle apparaît dans la pratique finale, c'est-à-dire dans le potlatch, qui inclut précisément une destruction des avoirs. Donc ce contresens que fait Boson sur le don éclaire finalement cette conception de l'amour, finalement comme foreclose. Enfin voilà, moi, comment je comprends, j'essaie de lui expliquer ce qu'elle pouvait bien vouloir dire. Alors lui, Lacan, il développe la thèse de l'amour comme nouage pour la situer. Je vous rappelle qu'il emprunte le noble roméen au blason de la noblesse italienne. Vous vous rappelez 3 familles. Et j'ai entendu quelqu'un à Bordeaux, dont j'ai à l'instant oublié le nom, dans une journée organisée, je ne sais plus par qui, Isabelle Morin, il y avait d'autres organisations, qui rappelait que le nœud a pu un moment représenter le nouage inséparable du pouvoir, de la religion et de la finance. Et si l'on se admet avec Lacan que le nœud A3, faute du 4e qui permet d'en distinguer le registre, c'est le nœud paranoïaque, alors le nœud borroméen peut être dit, A3, là comme ça, nœud du discours capitaliste. Lacan, lui, il y ajoute le symptôme comme 4e, qui suppose donc que ce nœud A3 se déface, qui suppose la prise en compte de l'impossibilité du rapport sexuel, dont je ne commente pas, et avec le symptôme, il y a donc au fond rupture du discours capitaliste et à la fois surgissement de la possibilité de l'amour et de la psychanalyse. Alors l'enquête de Michel Boson, bon, elle confirmerait ça, mais je le saute, c'est-à-dire que c'est assez drôle de voir que quand les exemples qu'il prend d'amour qui se défend, on voit revenir tout le contexte de règlement de compte au sens strict, il faut partager les biens, etc. Bon. Et on voit comment l'amour, d'ailleurs, à lire, se révèle, comme quelqu'un l'a dit dans un de ses essais, c'est Zygmunt Bauman, qui est mort il n'y a pas très longtemps, je crois, l'amour liquide, qui file entre les doigts comme l'argent, quand on essaie de le retenir. Or, la psychanalyse elle-même, c'est quand même ça le problème, elle ne se vérifie quand même qu'avec la fin de l'amour de transfert. Tandis que l'amour entre les partenaires, c'est-à-dire hors l'amour de Dieu, l'amour masochiste, l'amour est un court-circuit, un ratage. Il supplée à l'impossible du rapport sexuel en occupant la place médiane entre le symbolique et le réel qu'il noue olympiquement. Donc si la psychanalyse réussit à réaliser l'irréductibilité du trou contre la tentative amoureuse, transférentielle ou non, évidemment la question qui se pose c'est celle de savoir si après la psychanalyse, c'est une question que Pierre Bruno posait dans De l'amour, un séminaire, est-ce qu'elle ouvrirait à un nouvel amour ?
Alors évidemment, ça suppose que celui qui met en fonction le psychanalyste mobilise le désir de l'analyste, soit ne se prenne pas pour le psychanalyste idéalisé, le sujet, enfin tout ce qu'on sait, l'objet précieux d'entre les objets précieux, et qu'il trouve les moyens d'une rectification subjective qui ouvre son analysant à l'amour. Alors quelqu'un se lèvera-t-il parmi ces analysants qui fera le pari fou de la psychanalyse? Lacan souligne dès sa mention du discours capitaliste que l'on ne peut pas dire que le psychanalyste se porte à faire l'objet A en personne. Il y est porté par son analysant. C'est ça le problème, c'est quand même on dépend de lui, de ce qu'il fait, de l'offre avec laquelle on accueille sa demande. Donc la question que je pose, enchaîne-t-il, c'est celle-là. Voilà, c'est comment est-ce qu'un analysant peut jamais avoir envie de devenir psychanalyste? Au fond, quelle que soit l'époque du point de vue de la psychanalyse, il n'y a de résistance alors que du psychanalyste, pour le meilleur et pour le pire. Ce qui relance la question qu'il pose dans l'acte, mais qui entendra, même parmi ceux-là qui sortant de notre méditation sur l'acte, qui entendra d'où de même viendra à être relayé le psychanalyste. Je m'arrête, mais il y a un point que j'ai sauté, que je n'ai pas réussi à dire, mais c'est que Lacan fait de l'amour un signe. Il fait de l'amour un signe du réel et il précise quelque part que c'est par ce signe du réel, par l'amour, que le réel fait son entrée dans le monde. Merci.